Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler pêle-mêle de l'actu PSG. Bien sûr, le gros de cette vidéo sera consacré au déplacement qui nous attend demain soir à Louis II pour y affronter Monaco, 3e de Ligue 1 à égalité de points avec l'OM, c'est la différence de but qui place les Marseillais devant. Mais quand on voit la surperformance des hommes de De Zerbi en ce moment, notamment l'état de grâce du gardien Rouli, on se dit que ça ne va pas durer et qu'à l'échelle de la saison, ce seront plutôt les Monégasques qui vont venir nous titiller. Même si pareil, titiller, c'est un bien grand mot. On se présente demain avec 7 points d'avance, potentiellement 10 sur Monaco si on gagne. Sur Marseille, du coup, il faudra attendre le match de retard qu'ils accuseront après cette journée qu'on joue demain. Pour rappel, parce que le 5 janvier, on devait jouer le match qu'on joue demain, mais il y avait le trophée des champions à placer. Du coup, on va à Doha le 5 janvier pour affronter encore Monaco dans le trophée des champions. Et on a avancé notre journée de Ligue 1, du coup, à demain soir. Bref, ça reste un match très attendu. Les rencontres contre Monaco, surtout à Louis II, c'est jamais acquis. On rappelle que la dernière défaite du PSG à l'extérieur, c'était le 11 février 2023, à Louis II, contre Monaco, dans un des pires matchs de l'ère QSI. Rappelez-vous ce 3-1 avec Neymar qui hurle sur Luis Campos dans les vestiaires après ton mercato de D2 portugaise, qui aussi se fâche avec Vitinha sur le terrain. Et une équipe, c'était des heures très très sombres qu'on vivait. Rappelez-vous avec Christophe Galtier et son bloc-notes sur le banc. Depuis, on n'a plus perdu à l'extérieur. Et si demain, donc on ne perd pas, la série sera encore valable et ce sera la 32e match, je crois, où on est invaincu. Ce qui est vraiment exceptionnel. Je crois que dans l'histoire de la Ligue 1, on est en train de pulvériser le record. Donc c'est une belle série à laquelle je tiens personnellement. Et demain, bien sûr, au-delà de ça, j'espère voir une équipe faire un match plein, complet. Alors le contexte est avec nous, c'est vrai qu'on joue en milieu de semaine, après un match contre Lyon, la Ligue des Champions. Mais finalement, Monaco, ils ont eu le même calendrier que nous. Ils ont joué Arsenal, ensuite ils ont joué Reims. Bon, c'est vrai que c'est nous qui nous déplaçons, mais Louis II, c'est pas forcément le plus difficile. Monaco accuse le coup, physiquement, même dans la dynamique qui est plutôt moins bonne. Il y a la défaite 3-0 à Arsenal, celle à Marseille un peu plus tôt, le match nul contre Reims ce week-end. En Ligue des Champions, je les vois bien descendre encore au classement et alors d'un côté faire un choc qui serait très gros parce que ils vont affronter Aston Villa à domicile et ensuite ils se déplaceront à Milan pour y jouer l'Inter. C'est un calendrier qui est quand même très très costaud. Pour Monaco, en Ligue des Champions, ils ont 10 points, donc 3 de plus que nous, ils sont 16e. Voilà, je nous vois bien potentiel concurrent lors de la dernière journée de cette phase de groupe. Et pour rester sur Monaco, j'espère pour eux qu'ils ne seront pas éliminés au final, parce que c'est vrai que leur début était plutôt canon, notamment le match contre le Barça, même si les Catalans s'étaient retrouvés en infériorité numérique assez rapidement. Voilà, ils ont pas mal d'absents demain, on va faire la liste. Thèse, le latéral droit qui est suspendu. Mawissa qui est aussi blessé, donc lui il est plutôt sur le côté gauche de la défense. Madjeki aussi, le gardien titulaire, c'est pas rien. Il est blessé, il est pas là. Crépin Diatta, c'est un ailier. Zakaria, au milieu, il est incertain. Bon, alors il s'est entraîné dimanche. Hutter a dit hier qu'il prendrait une décision. Enfin, j'ai pas vu passer de décision pour l'instant, mais il est assez incertain. Il s'était blessé avant le match contre Toulouse, je crois, donc ça remonte pas vraiment. En plus, c'était une vieille blessure à l'échauffement, donc c'est pas très très grave. S'il revient, je pense pas qu'il sera en manque de rythme. Et Balogun, bien sûr, le numéro 9, qui est absent, lui, pour 4 mois, ce qui, du coup, fait que Monaco veulent recruter cet hiver, et piste Kolo Muani, justement. Bon, qu'on devrait peut-être pas voir dans le groupe demain, parce que c'est que 20 joueurs. Le groupe devrait être le même que pour le match contre Lyon dimanche. Sur Monaco, petite hésitation sur le système. Ils jouent en 4-2-3-1 depuis le début de la saison, mais contre Reims, ils ont joué en 3-4-3. Donc, est-ce que ils resteront sur ce 3-4-3 demain ou est-ce qu'ils reviendront aux bases? C'est toute l'interrogation. Voilà. Après, il faut rester sérieux. C'est vrai que on les affronte dans une dynamique qui est finalement un peu regrettable. Alors, de l'autre côté, les équipes qui sont en forme, Lyon, Marseille, on a une branlette avant le match sur eux. On nous dit ça y est, ils vont pouvoir concurrencer le PSG sur 90 minutes. Et au final, au bout du premier quart d'heure, le match est complètement plié. On a encore eu ça ce week-end.
Bon là, c'est pas vraiment le scénario, puisque la dynamique monégasque est un peu moins bonne. Mais du coup, ça reste quand même regrettable de pas affronter une équipe qui est en pleine bourre, qui a toutes ses forces en présence pour avoir un duel des plus équilibrés possible. Parce que nous, de notre côté, on a que Nuno qui est incertain et qui, je pense, ne sera pas là, mais pour rien de bien grave. Sinon, tout le monde est prêt. À part Kimpembe, qui est pas compétitif encore, selon Luis Enrique en conférence de presse aujourd'hui. Bref, faudrait être sérieux. Et puis surtout, voilà, les déplacements à Monaco, comme j'ai dit, c'est toujours compliqué. On se souvient du 0-0 l'année dernière, dans des circonstances particulières, avec la sortie d'Mbappé à la mi-temps, bien sûr. Mais on s'était fait bouger, hein. Il y avait eu énormément d'occasions, un grand Donnarumma. Le 3-1, dont je faisais référence plus tôt. Même encore avant, sous Pochettino, en fin de saison, rappelez-vous, le 3-0, c'était après l'élimination contre le Real Madrid. Donc le match d'après, c'est Bordeaux au Parc des Princes, où il y a les sifflets. Et la semaine d'après, on se déplace à Monaco. Et là, on repère 3-0, si je dis pas de bêtises. Je crois oui, c'était 3-0. Enfin, ces deux matchs, là, le 3-1 et le 3-0, c'est vrai que j'en parlais cet après-midi avec un pote. Et c'est potentiellement les pires matchs sous QSI en Ligue 1. Alors bien sûr, les éliminations contre Manchester, contre le Barça et tout ça, voilà, surtout psychologiquement et tout ça. Mais tactiquement, ces matchs contre Monaco, mais refaites-les-vous, c'est des scandales. Mais vraiment, tu te fais souiller de la première à la dernière minute. Bref. De notre côté, bien sûr, on a l'occasion de prendre beaucoup d'avance sur Monaco, qui sont un concurrent direct, et de, du coup, les affaiblir dans leur lutte avec les autres équipes, Lille, bien sûr Marseille, même si demain on gagne, bah Marseille termineront la première partie de saison deuxième. Mais si on fait match nul, Monaco repasseront devant, puisqu'ils sont à égalité de points. Et si on perd, pareil, ce sera une très mauvaise opération pour les Marseillais. Mais bien sûr, on veut quand même gagner absolument. Passons au 11 et discutons un petit peu des postes des uns et des autres. Dans les cages, j'ai oublié de signaler avant le match contre Lyon que, en fait, Safonov aurait pu être dans les débats. On n'en a pas parlé. Mais Lyon est une équipe qui nous a pressés. On pouvait s'y attendre. Et au final, c'est Donnarumma qui a été titularisé. Pas Safonov. Demain, la question peut se poser. Or, lors du 0-0 l'année dernière, ils nous avaient pressés, mais pas trop non plus. Mais quand même un peu. Et surtout, j'ai en tête le 5-2 au Parc. Rappelez-vous, post-trêve internationale, ils arrivent, ils nous mettent un gros pressing tout-terrain et ils marquent. Minamino met un but sur une erreur de Donnarumma qui lui fait une passe... je crois il y a Balogun qui presse Donnarumma. Enfin, il y a 3 joueurs monégasques dans la surface avec Donnarumma avec le ballon. Donc voilà, gros pressing monégasque. Balogun qui presse Donnarumma, qui fait une passe à Minamino, on comprend pas. Déjà une énorme bourde de l'Italien. Luis Enrique a cité ce 5-2 là, ce fameux match en conférence de presse aujourd'hui. Donc peut-être qu'il a revu l'erreur de Donnarumma. Bon, est-ce que demain on ne verrait pas un Safonov? Je pose la question. Je pense qu'il y a une réflexion au sein du staff là-dessus. Bref, en défense. Alors Nuno Mendes, du coup, il est touché. Il s'est pas entraîné aujourd'hui. Laissons-le au repos demain parce qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps. D'ailleurs, contre Lyon, sur le but de Mikotadze, il prend une béquille au début de l'action et ensuite, tu sens que ça gêne. Quand le ballon arrive dans les filets, que le but est marqué, il se touche. Il s'accroupit, machin. Et après, il perd tout son coffre. C'est vrai que le début de match de Nuno dimanche est très très haut niveau physiquement et ensuite il disparaît. Bon, c'est un peu ça à tous les matchs. C'est vrai que physiquement on peut être un petit peu déçu de voir un Nuno qui fait une grosse première demi-heure et ensuite peine vraiment à faire 90 minutes pleines. Je pense que physiquement il y a du travail à faire à l'entraînement. Il doit vraiment travailler le foncier Nuno parce que c'est vrai que là-dessus j'en attends quand même un peu plus. Ça fait longtemps qu'il est revenu de blessure, il enchaîne pas mal et c'est vrai que tous les matchs se ressemblent un petit peu. À savoir un joueur qui, à la mi-temps, décline complètement physiquement. Bon, voilà. Dimanche contre Lyon, visiblement, il y avait une petite blessure, un petit choc. Et bon, demain, laissons-le au repos. De toute façon, il a été titulaire sur la plupart de nos derniers matchs. Il faut le laisser tranquille. Bon, peut-être qu'on verra Hernandez titulaire. Je n'y crois pas vraiment parce que il revient vraiment d'une grosse blessure. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à démarrer un match. Peut-être Beraldo, qui a joué axial droit dimanche soir. Là, ce serait latéral gauche avec un beau client à Cliouche face à lui. Mais à Cliouche est le genre d'ailier qui repique un petit peu dans l'axe.
c'est plus facile à défendre pour Beraldo que les ailiers qui sont vraiment très très vifs, très rapides, athlétiques et qui débordent. C'est vrai qu'il préfère défendre ce genre d'ailier Beraldo. À la relance, bien sûr, on l'attend aussi. Voilà. Et aussi, quand il avait joué ailier gauche cette saison, je me souviens de certains matchs où il avait un apport offensif, notamment contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Il fait de beaux centres et tout ça. Donc, pourquoi pas voir ça demain, mais je pense que ce sera Beraldo, latéral gauche. Voilà. Et Yoram Zag, pas à son poste, non. Ça, par contre, non. Je préfère le Brésilien. Dans l'axe, alors, on n'a plus beaucoup de choix, hein, parce que Kimpembe, visiblement, ne sera encore pas dans le groupe, parce que Luis Enrique, il a précisé que c'est indépendant de Skriniar et Kolo Muani, mais il a dit, voilà, Presco, il revient, mais je le réintégrerai quand je le penserais compétitif. Donc en fait, à ses yeux, il n'est pas encore prêt. Et c'est normal, bon, ça fait 2 ans qu'il s'est blessé. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Je l'ai toujours dit, il n'y a qu'à regarder son triple menton et ses joues. Je pense que aux yeux de Luis Enrique, il n'est pas en condition physique optimale à cause d'un potentiel surpoids. Donc voilà. Bon, Skriniar, normalement, il ne devrait pas être convoqué. Il est poussé vers la sortie cet hiver. Et on rappelle que cet été, Skriniar donc était vraiment amené à être vendu et on pistait dans les tout derniers jours du mercato des joueurs si ils venaient à partir. Notamment Thomas Araújo, le jeune joueur de Benfica qui vient de prolonger hier jusqu'en 2029. Bon, il rajoute 1 an à son contrat. Par contre, une grosse revalorisation salariale parce que désormais, c'est un titulaire indiscutable là-bas. Il est passé devant Antonio Silva, rappelez-vous, c'était l'autre espoir d'il y a 2 ans, mais lui, bon, pas trop ça. Par contre, Araújo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout avec ballon. C'est assez exceptionnel, la capacité à le porter et les passes, machin. Ce serait très complémentaire du coup de Pacho, qui, lui, est plus dans le duel, la vitesse, beaucoup moins dans un jeu avec ballon. Je trouverais les deux assez complémentaires. Cette charnière, m'intéresse. Alors, il a une clause libératoire. En fait, elle était à 80 millions avant la prolongation. Benfica voulait la faire passer à 100 dans la prolongue. Et au final, ils n'ont pas réussi. Elle est restée à 80. Signe que le joueur veut potentiellement garder la main. Surtout qu'en plus, avec Benfica, on sait que la clause, t'as pas besoin de la payer. Tu peux négocier à beaucoup moins. João Neves, on le fait à 2 fois moins que la clause, quoi. Donc, bon, on va voir. Mais il m'intéresse. Par exemple, il y a d'autres pistes qui m'intéressent un peu moins. Kusanov, l'Ouzbek de Lens, qui a été un peu associé au PSG ces dernières semaines dans les médias. Bon, ça, c'est typiquement un joueur que... Déjà, je ne le vois pas complémentaire avec Pacho. Les deux sont vraiment dans le duel, misés sur les qualités physiques. La vitesse aussi, il est très rapide, Kusanov. Mais comme Pacho, finalement. Des joueurs aussi qui sortent de l'alignement, voilà. Bon, on sait très bien que mettre 2 joueurs un peu aventuriers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour couvrir la profondeur. Et puis sur Kusanov plus particulièrement, bon, c'est un bon joueur, bien sûr, il a des statistiques exceptionnelles, mais il joue à Lens. En plus, c'est pas le niveau de Lens que je mets en compte. Déjà, il joue dans une défense à 5, et nous, on joue à 4, donc c'est un gros différentiel. Et je trouve il lui faut une étape intermédiaire avant un top club. Surtout que au poste de central droit, on parle de quelqu'un qui serait sous 1 ou 2 ans titulaire. Et on parlait de l'éventualité d'un départ de Marquinhos en Arabie Saoudite l'été prochain. Peut-être que plus rapidement que prévu, on va se retrouver avec Marquinhos qui part sans qu'on ait son remplaçant au club. Parce qu'aujourd'hui, on l'a pas. Et donc, il faudrait le recruter directement et il serait tout de suite dans le grand bain. Pas sûr de ça. Après, c'est vrai que le prix est très attractif. Je crois que ça parle de 20-25 millions. C'est vrai que ce serait une belle affaire. Ça, c'est un bon point positif sur Kusanov. Mais je trouve qu'il doit encore se peaufiner. Voilà, je suis pas le plus enthousiaste sur cette piste. J'aimerais le voir sur des oppositions un peu plus relevées, disons. Bon, pour rester sur demain, bien sûr, Marquinhos, Pacho devraient retrouver leur complémentarité. Bon, ils l'ont retrouvé en fin de match contre Lyon, mais là, voilà, ils devraient débuter le match. On voit que sur le côté droit de notre défense, on manque clairement d'un mec, que ce soit un central ou un latéral pour être derrière Hakimi. C'est vrai qu'il faut recruter à ce poste-là. À gauche, bon, il y a le retour de Lucas, il y a Beraldo, il y a Kimpembe qui revient aussi, donc on est plutôt bien. Mais à droite, compliqué.
Hakimi, justement, bon, il revient bredouille du Maroc. On pensait qu'il allait avoir le ballon d'or africain. Et au final, c'est Lookman qui l'a pris à sa place. Bon, je trouve pas que ce soit complètement volé. Peut-être qu'Hakimi paye son péno loupé avec le Maroc plutôt dans la saison. Lookman fait aussi une grosse saison, il faut respecter. Après, ça me permet de parler de la piste en elle-même parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui disent « Oui, vous avez vu, cet été, on l'a pas recruté. Et au final, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement. » Oui, c'est un des meilleurs ailiers aujourd'hui. Oui, il est très bon, il a des qualités absolument incroyables, mais à l'exportation, les joueurs de l'Atalanta, c'est pas extraordinaire. Citez-moi une vente de l'Atalanta qui a fini par percer au plus haut niveau. Bon, c'est le club par excellence où les joueurs bénéficient du contexte collectif, où ils sont très à l'aise et au final, quand ils en sortent, bah, on se rend compte que ils en profitaient vraiment. Ils en profitaient vraiment. Donc voilà, juste pour nuancer un petit peu tout ce qu'on voit. Après, ça reste quand même un joueur que j'apprécie, hein, Lookman, et auquel je ne dirais pas non au PSG. Bon, bref. Pour revenir sur Hakimi, bon, je pense qu'il sera titulaire demain. Déjà que Nuno est absent sur le côté gauche. En plus, Achraf est très important. Je le titularise quand même parce que c'est un gros match. Et puis, en fait, c'est tellement un cheval. Un mec, enfin, Hakimi, il est jamais fatigué, j'ai l'impression, ce garçon. Donc, profitons-en, faisons-le jouer. Laissons-lui les vacances de Noël pour bien se reposer. Mais voilà, pour l'instant, il faut quand même en profiter. Peut-être, voilà, demain, tu pars avec le classique Hakimi, Warren, Dembélé sur le côté droit. Tu mets Ruiz avec Barcola sur le côté gauche. Donc forcément, ton jeu va pencher à droite. Et après, dimanche, ce que tu fais, c'est une expérimentation sur le côté gauche. À droite, tu laisses Hakimi à Paris. Tu laisses plus de vacances à Hakimi. Du coup, tu lui dis, bah vas-y, pars en vacances vendredi ou même après le match de demain pour lui laisser 2 semaines complètes de coupure. Et à gauche, on met Nuno, on met Désiré Doué, on met Barcola. Et voilà, en Coupe de France, on profite pour travailler les automatismes sur ce côté-là. Ça peut être une idée. Bref, au milieu, bon, je pense que ce sera Vitinha qui sera sur le banc parce qu'il a joué 90 minutes contre Lyon, Salzbourg, Auxerre, Nantes et le Bayern. 45 contre Toulouse. Il rentre à la mi-temps. Donc ça fait quand même 5 matchs qu'il joue dans leur entièreté. Demain, bon, ça doit sortir, se reposer un petit peu. Pour voir João Neves numéro 6, j'ai très hâte, bien sûr, un joueur que j'adore, vous le savez, surtout dans ce poste-là. Gros avantage défensif, une activité exceptionnelle, et j'aime aussi ses nombreux renversements. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur très utile dans cette dimension-là, surtout que parfois il les fait en fin d'action, et du coup il garde la lucidité pour les faire, parce que bon, il s'est un petit peu battu pour garder le ballon, machin, et au final, voilà, il garde la lucidité, donc ça c'est cool, ça c'est cool. À droite, bon, Warren devrait garder sa place et son rôle de milieu avancé, hein, milieu voilà, qui se projette dans la surface, qui participe au jeu. Aux sorties de balle aussi. Contre Lyon, c'est vrai qu'à un moment donné, il fait une très belle sortie qui est assez rare de sa part, un peu tout seul, à un moment où le milieu est éclipsé, où on peine à sortir de la pression lyonnaise, bah lui, il prend le ballon et il l'emmène sur 30-40 mètres. Donc ça m'a fait plaisir de le voir faire ça. Globalement, c'était un bon match. Je trouve qu'il a retrouvé une bonne forme ces derniers temps et contre Lyon un dimanche, donc demain. Titulaire à Monaco. On rappelle que dans le 3-1 qu'on perd là-bas, bah, c'est lui qui marque. Alors après, c'est pas son premier but en pro. Parce que le premier, c'est contre Montpellier. Je crois que quand on joue Montpellier, avec le fameux maillot gris, là, rappelez-vous, c'était encore plus tôt. Montpellier, c'était début février. Là, oui, c'est son premier but en pro, Warren. Et après, c'est son deuxième. Enfin, c'est limite coup sur coup, parce que Montpellier, je crois que c'est... Ah non, c'est bien 15 jours, 3 semaines avant. Bref, à gauche, sûrement Fabien Ruiz, qui va retrouver le 11. Bonne entrée en tant qu'ailier droit dimanche. C'est vrai, il faut noter, il a été... Enfin, bonne entrée. Bon, voilà. Il n'a pas été mauvais. Après, sur ce côté, il y a la question des Désiré Doué. Parce qu'il peut démarrer partout. Il est dans une très bonne dynamique. Luis Enrique lui a donné une titularisation dans un grand match dimanche. Lui a donné de la continuité après sa bonne entrée contre Salzbourg. C'est bien. Là, voilà, on sent que Désiré Doué semble se lancer. Parce que bon, contre Toulouse, il fait un match plutôt moyen dans un rôle de relayeur. Mais 2-3 jours avant, je crois, il jouait avec les internationaux espoirs. Donc bon, il n'était pas forcément dans ses pompes. Contre Arsenal, quand tu le titularises ailier droit, suite à ta décision de te séparer de Dembélé,
c'est un peu un choix forcé, et puis pour lui, c'est un peu voilà du casse-pipe. Là, voilà, on a un joueur qui est titulaire parce qu'il est bon sur ses entrées et qui commence à prendre confiance, appréhender les principes de l'équipe. Surtout, j'aimerais une confirmation de son bon match contre Lyon, parce que il fait un très bon match, c'est le meilleur Parisien. Mais en face, il a un latéral, bon, c'est un peu facile, quoi. C'est vrai que c'est un peu facile. Et dans ce rôle d'ailier, j'ai quand même quelques questions sur sa vitesse, son explosivité. Je pense qu'il n'est pas capable d'être ailier contre n'importe quel latéral, en fait. Face à un latéral un peu plus fort que le Lyonnais dimanche soir, peut-être qu'il peinerait un peu plus Désiré Doué. Donc c'est pour ça que je demande à voir, à confirmer surtout dans un grand match. Après, est-ce que Luis Enrique ne le mettrait pas sur le banc demain, ce qui veut dire qu'il rentrerait peut-être tôt dans le match. Mais voilà, le mettre sur le banc pour lui dire ne t'enflamme pas trop, gagne tes points petit à petit. C'est ce qui s'est passé grosso modo avec Barcola l'année dernière. On est tenté de faire le parallèle parce que c'est vrai que les deux ont commencé à monter en puissance au même moment de la saison, et au final Barcola, ça a fini en titulaire sur la deuxième partie de saison. On pourrait imaginer ça pour Désiré Doué, mais voilà, Barcola, c'est petit à petit qu'il prend sa place. Et peut-être que demain, Luis Enrique va laisser Doué sur le banc pour le calmer un petit peu. Voilà. Après, c'est un joueur en lequel on a beaucoup d'espoir. Hein. C'est vraiment un gros talent, Désiré Doué. Je parlais peut-être d'un manque de vitesse, mais par exemple, la finition sur le but hors jeu, c'est assez exceptionnel. Devant, Barcola devrait retrouver sa place, bien sûr, à gauche. Alors après, sans Nuno, il sera peut-être un peu tout seul, Barcola. Hein. S'il a un côté Beraldo Ruiz avec lui, bon, ce sera peut-être un peu compliqué, mais il aura un 9. Parce que Gonzalo Ramos devrait faire son retour dans le 11, après sa mise au banc contre Lyon, ce qui est normal parce que il revient de blessure, il a beaucoup joué en prévision du match contre Salzbourg pour qu'il prenne des automatismes, et du coup contre Lyon on l'a fait souffler. En plus il rentre bien, mais de toute façon Ramos en tant que remplaçant quand il rentre, c'est vrai qu'il est bon. Hein. Et si j'avais à me projeter, à terme, je pense que le PSG mérite un numéro 9 titulaire meilleur que lui, notamment techniquement et même à la finition. Mais lui, en fait, je me dis que il se posera pas la question d'un départ. Alors à moins qu'il veuille un rôle de titulaire dans un autre club, mais en fait, c'est quelqu'un que je vois bien remplaçant, tu vois. À terme, il faut un meilleur 9 titulaire au PSG, on va pas se mentir. Mais Ramos est excellent remplaçant pour les matchs de Ligue 1, pour rentrer dans un match. Voilà, c'est vraiment très bon quand il fait ça. J'adore. Et aussi, ne pas sous-estimer le choix d'avoir mis Dembélé faux neuf dimanche soir. Parce que déjà, c'était pas la première fois. Il a déjà fait au Vélodrome pour le Classico en octobre. Et les 2 fois, il le fait alors qu'il y a Lee qui est sur le terrain aussi. Donc tu aurais pu mettre le Coréen faux neuf et Dembélé aile droit. Mais c'est Lee qui est cantonné à l'aile et Dembélé axial. Ce qui me fait penser que c'est un choix tactique, hein, plus qu'un choix forcé. Je trouve que c'est un choix tactique que de mettre Dembélé dans ce rôle-là pour le laisser décrocher, faire jouer ses partenaires. Hein, il est très bon pour mettre sur orbite ses partenaires. Il donne un ballon à Lee dimanche, à Barcola aussi, quand il croise un peu trop sa frappe, je crois. Donc voilà. Et dans ce rôle, Dembélé est plutôt bon. J'aime bien. Peut-être que c'est peut-être pas à exclure. Un Dembélé encore faux neuf demain, parce que dans les grands matchs de Ligue 1, visiblement, Luis Enrique aime ça. Après, je vois Gonzalo titulaire, et Dembélé, bien sûr, qui retrouve son aile droite avec son bon vieux Achraf. Voilà, on va voir comment ça va se goupiller, mais personnellement, je vois Donnarumma, Beraldo, Pacho, Marquinhos, Hakimi, et João Neves, Ruiz, Warren, Barcola, Gonzalo Ramos et Dembélé. Voilà pour le match de demain. Bien sûr, on se retrouvera pour le débriefer. Juste pour revenir sur Dembélé, sa déclaration là en après-match où il dit Luis Enrique c'est pas mon frère, c'est pas mon père, on a une relation entraîneur machin, on est là pour que PSG grandisse. Bon, la déclaration, je pense qu'elle acte le fait qu'entre les deux, les relations se sont un peu distendues. Et de toute façon, ça se voit sur le terrain, je trouve. Je trouve que voilà, entre les deux, l'idylle est un petit peu terminée. Et Luis Enrique, pour revenir sur sa conférence de presse aujourd'hui, il a dit quelque chose d'intéressant sur la concurrence. Il a dit qu'il aimerait 2 joueurs titulaires à chaque poste pour qu'il n'y en ait aucun qui le soit réellement en fait.
pour que ça pousse tout le monde à chaque fois à se donner à fond. Donc ça, voilà, ça veut dire que sur les prochains mercatos, il y a des attentes. Il y a des attentes sur certains postes, bien sûr, de la part de Luis Enrique pour maintenir un niveau de concurrence assez élevé. Et j'aime bien sûr cette mentalité. Après, il faut la matérialiser sur les mercatos, quoi. On sait qu'il voulait Kvaratskhelia, que c'était sa grande priorité, que c'est Luis Enrique qui l'a demandé à sa direction. Du coup, Kvara qui aurait mis en concurrence Barcola au poste d'ailier gauche. Je prends ce poste typiquement parce qu'on sait qu'en fait, Kvara, c'était pas possible. Bon, c'était facilement devinable, hein, parce que De Laurentiis, Naples, c'est pas un club très facile à faire flancher. Mais de l'autre côté, Luis Enrique, on sait qu'il a refusé plein d'ailiers gauche, en fait, qui auraient pu mettre en concurrence Barcola. Par exemple, Leao, il n'en a pas voulu. Voilà. Voyons ce qu'il pensera d'un Rashford, dont je pense le PSG, enfin un minima Nasser, s'intéressera. On verra si l'avis de Luis Enrique sur ce joueur filtrera dans la presse. Vous connaissez le mien, j'en veux pas dans le cas d'un transfert. Après, pour un prêt de 6 mois, je dis pas non. Hein. Pour un prêt de 6 mois, c'est vrai que je l'ai pas souligné dans la vidéo où j'ai donné mon avis. Mais 6 mois de Rashford, où on prend une partie de ses 20 millions de salaire, pourquoi pas? Parce que Amorim semble vraiment déterminé à le faire partir dès cet hiver. Donc s'il y a personne, peut-être qu'en fin de mercato, tu pourras négocier ce genre de deal qui te permettrait de mettre en concurrence Barcola, d'avoir de la présence sur l'aile gauche et en tant que neuf aussi. Donc voilà. Mais après, transfert définitif ou option d'achat obligatoire, c'est niet avec Marcus Rashford. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le débrief, tout de suite après le coup de sifflet final. Ciao les amis, prenez soin de vous.